Laurent Roland Tonikès, bonjour. Amel Arikpa, bonjour. Bonjour, amis téléspectateurs, amis internautes. Adrien Tchobakou, bonjour. Bonjour Amel Arikpa, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. On démarre par le grand quotidien qui parle ce matin de l'Alliance mondiale des institutions nationales de droits de l'homme, accréditation du Bénin au statut A. Un grand pas franchi. Alors évidemment, le grand quotidien n'est pas le seul quotidien à en parler ce matin. Je pense que même Fraternité. Tout à fait, Fraternité en a parlé. Vous savez, la commission béninoise des droits de l'homme, on a constaté depuis que cette commission a été mise sur pied que les choses bougent en matière de protection des droits de l'homme en République du Bénin, en matière de lutte contre tout ce qui entre dans le cadre du bienfait de l'homme dans notre pays. Là, on va parler de la promotion des droits de l'homme. La promotion des droits de l'homme. On a vu les actions menées. D'abord, le rapport rendu public il y a 1 an par la Commission des droits de l'homme en dit long. Et les droits de l'homme, actuellement, il fait beaucoup au Bénin, un peu partout, sur toute l'étendue du territoire national. Ils ont un numéro vert. Ils sont présents un peu partout, on les sollicite. Et il y a d'ailleurs ceux qui composent cette commission, vous le savez plus que moi, c'est des gens qui sont vraiment rompus à la tâche. Et comme vous le dites très bien, la commission béninoise des droits de l'homme est désormais accréditée statut A de l'Alliance mondiale des droits de l'homme. C'est à l'occasion de cette rencontre annuelle à Genève en Suisse. Et il faut le dire, cette accréditation est attendue depuis plus de 20 ans. Où le Bénin fait beaucoup pour pouvoir l'obtenir, mais jamais le Bénin n'a pas atteint cette étape de protection des droits de l'homme. Aujourd'hui, l'institution internationale, la première institution mondiale, a reconnu le Bénin, désormais le Bénin est à un point de non-retour en matière de lutte contre tout ce qui entre en mauvais dans la lutte contre les droits de l'homme. Contre les droits de l'homme. Et là, il faut saluer le leadership de tous ceux-là qui composent. Ce n'est pas le président Kakotiti seulement. On a, même il y a le journaliste Emerico Adjovi qui fait partie de cette commission, que je salue au passage. Je félicite aussi Prince Abodjan, le juriste Prince Abodjan. Donc, dans un cas ou dans un autre, il faut dire que beaucoup d'efforts sont faits et aujourd'hui, les gens peuvent compter davantage sur la Commission béninoise des droits de l'homme. Évidemment, la commission qui avait été rendue, beaucoup estimé la commission, le rapport rendu public l'année passée, beaucoup estimé qu'il y a des non-dits dedans. C'est vrai que la police avait été accusée, on a parlé des exécutions sommaires, mais beaucoup de choses ont été révélées et les gens même ont pris peur. Les gens disaient que si les responsables, les conseillers de cette commission rendent public ces décisions, qu'on peut toutefois attenter à leur vie, c'est le courage, ça il faut le saluer, il faut saluer le courage de ces responsables de cette commission, ces responsables qui ne fléchissent pas, qui sont déterminés à dire la vérité et rien que la vérité. D'accord. Merci Adrien Tchobakou. Sur le même sujet, Laurent Roland Tonikès, nouvelle élite écrit ce matin que la commission justement béninoise des droits de l'homme reçoit les vives félicitations du président Patrice Talon. Alors, je voudrais dire bravo à M. Clément Kapochichi et son équipe parce que vous souvenez que quand ils ont sorti le rapport l'année passée, il y a 2 ans, l'année passée bien évidemment, ils ont été désavoués totalement par Odel Azati, député de la mouvance présidentielle, qui avait dit que le rapport manquait d'objectivité. Je vais peut-être lire une partie de ce qu'il avait dit à l'époque. Il disait « Le président de la commission, en parlant des violences électorales, a abondamment cité des individus que l'armée aurait tués, mais quand il s'est agi de maisons de tierces personnes incendiées, dans le cadre et le seul générateur même de la réplique de l'armée, ça a été noyé ailleurs dans un autre paragraphe dans le rapport qu'on a dit atteinte au bien privé. » C'est ce genre de traitement que je suis en train de désapprouver. Et vous voyez, il a totalement raison de désapprouver, enfin de donner son avis. Je ne dis pas non. Voilà. C'est-à-dire que je suis heureux que la commission fasse un travail, mais que ce soit peut-être un député de la majorité qui remette en cause ce travail, mais que ce travail soit salué à l'international, parce que les gens n'ont pas peut-être fléchi. Et je crois qu'Adrien Tchobakou l'a dit, le courage de ceux qui travaillent au niveau de cette commission. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, ils ont reçu l'accréditation au statut A.
le chef de l'État a eu beaucoup de fierté à les recevoir en audience, bien évidemment. Et donc, c'est de l'image du Bénin qu'il est question. Je crois que quand on regarde un peu le rapport, quand on jette un coup d'œil, on lit le rapport, c'est que les gens n'ont pas fléchi. Ils ont dit ce qui s'est passé. Ils ont essayé de présenter la véritable situation des droits de l'homme au Bénin sans pouvoir maquiller un peu la réalité des faits. Et ça a payé. N'eût été un rapport qui dise clairement ce qui s'est passé, ce n'est pas évident que nous puissions avoir ce statut encore là, parce que la communauté internationale a vu ce qui s'est passé, et quand on dit statut A, il faut comprendre que ce dont on parle, c'est attribué à la Commission béninoise des droits de l'homme. Ce n'est pas attribué, excusez beaucoup, mais c'est ma manière de voir les choses, au gouvernement. Au gouvernement, voilà. C'est attribué à une commission qui a fait son travail de façon indépendante et qui n'a pas maquillé la réalité des faits. Et donc je crois qu'aujourd'hui, cet exemple doit pouvoir motiver chacun de nous dans ce pays. Qu'est-ce que nous faisons pour contribuer de notre position à la vérité des faits et à faire en sorte qu'au-delà de tout, malgré les attaques que nous avons reçues, nous avons au plan interne, que les gens puissent nous célébrer. Aujourd'hui, Kak Pochichi et son équipe sont célébrés, il faut le dire. Et je vois avec quel plaisir les communicants du gouvernement ont relayé abondamment cette information hier. Voilà, donc hier, la même commission que vous avez désavouée, aujourd'hui, c'est vous-même qui communiquez pour cette commission parce que cette commission a reçu une accréditation qui honore votre pays. Donc, vous savez, il y a cette parole dans la Bible qui dit la pierre rejetée est devenue la pierre angulaire, la pierre principale, bien évidemment, dont les bâtisseurs ont besoin aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on dit que oui, avec cette accréditation, c'est un indice de développement, et oui, c'est une fierté pour le Bénin. Donc, autrefois, rejeter la CBDH, peut-être désavouée, aujourd'hui, la CBDH célébrée, parce que ça rend service au pays. Matin libre, à présent, pour poursuivre, Adrien Tchomakou, Bénin, opposition parlementaire, pas de répit pour la Cour. Pas de répit pour la Cour, mais avant, je voudrais demander à ce que l'équipe de Kak Pochichi ne baisse pas la garde. C'est ça. Que cette équipe ne baisse pas la garde, qu'elle continue dans cette lancée pour que nous obtenons d'autres... Et ils seront célébrés après. Absolument. Je le souhaite vivement qu'ils soient célébrés plus tard. Donc, vous parlez tout à l'heure, pas de répit. Oui, pas de répit pour la Cour. Oui, la Cour n'aura pas le temps sous cette opposition que nous avons au Parlement. Vous savez, si vous suivez un peu l'actualité, il y a déjà plusieurs recours. Il y a plusieurs recours des acteurs politiques de l'opposition pour dénoncer ci et ça, pour voir la conformité de telle action posée par tel acteur politique. Mais ce que moi je dis, c'est quoi? Parce qu'il ne faut pas faire des recours pour faire des recours. Faisons des recours objectifs. Et ce n'est pas l'impression que vous avez, c'est ça? Non, écoutez, ce que je dis, c'est très simple. C'est qu'il y a des recours, il y a de très bons recours. Vous avez vu les recours d'Éric Ronleté et les recours de Atchadé par rapport à la commission, la constitution des commissions à l'Assemblée nationale. Ça, c'est bon. Il faut formuler des recours du genre. Et en fait, quand on parle des recours, il y a d'abord la forme et le fond. C'est sur ça que je suis en train de tabler. Il faut que nous ayons des recours dignes et que quand on lit les recours, que les recours soient accompagnés de preuves. Vous avez vu le recours, par exemple, entre autres, formulé par Nadine Okoumansou. Mais quand vous lisez, on sent directement que ce n'est pas un recours, mais c'est une occasion pour cette actrice politique d'inverser le président de l'Assemblée nationale. Le fond, il n'y a pas, même le fond aussi. Parce que quand vous formulez des recours, vous devez demander à la Cour de déclarer contraire à tel article de la Constitution, telle action posée. J'ai lu son recours du début jusqu'à la fin, il n'y a rien de tout cela. C'est pour charger correctement le président de l'Assemblée nationale qui était... Donc moi je demande qu'il y ait de recours, qu'il y ait assez de recours, mais qu'il y ait des recours objectifs. Si des gens ont des difficultés pour formuler des recours, qu'ils se rapprochent des experts, des consultants. Nous sommes là, nous en faisons partie. Nous avons fait le droit, nous sommes là pour les accompagner, pour les aider. Nous mettons notre expertise à leur disposition, et aussi gratuitement, je le précise. D'accord. Parce que ça fait partie de la démocratie. À mettre aussi votre expertise gratuitement au service de ceux qui en seraient demandeurs?
Bon, je crois que si des gens ont envie de saisir la Cour constitutionnelle et qu'ils pensent que j'ai des éléments à mettre à la discussion pour les aider, je crois que je ne pourrais pas refuser. Oui, mais écoutez, ceci c'est pour l'intérêt général. Faites pas attention, je vous taquine. Oui. Bon, donc, alors, plus sérieusement sur le sujet. Plus sérieusement sur le sujet, je pense que la Cour constitutionnelle de 2018 à 2023 n'a pas eu de difficulté à fonctionner. La plupart du temps, c'est que c'est des lois qui sont envoyées à la Cour constitutionnelle pour vérifier la constitutionnalité ou non. Et bien évidemment, ce n'est pas aussi difficile ça pour statuer en la matière. Et il y a quelques individus, ça et là, qu'on voit, qu'on ne connaît même pas. C'est-à-dire que vous voyez le nom, et puis finalement, on a un kidam, on n'arrive même pas à identifier la personne. On dit que la personne vit dans telle loi par la Cour, bien et puis après il saisit la Cour constitutionnelle et après on constate que la Cour essaie de rendre une décision pour dire bon, ça c'est conforme ou c'est non conforme et puis ça s'arrête là. Mais là maintenant, je crois que la Cour, c'est vrai qu'ils n'ont plus assez de temps, Razak Hamouda et puis son équipe n'ont plus assez de temps, mais je crois qu'ils auront assez chaud parce qu'on a au moins 8 députés et s'ils doivent faire leur travail, toutes les lois, que tous les projets de loi qui viennent du gouvernement, les propositions de loi qui viennent des députés, de la mouvance bien évidemment, je crois que les députés de l'opposition ne manqueront pas de chaque fois saisir la Cour constitutionnelle pour vérifier la constitutionnalité ou non, bien évidemment. Et donc, même si en l'état, les recours passeront comme une lettre à la poste dans bien des cas pour les éléments de la mouvance présidentielle, je crois que même tout au moins, ils n'auront pas de répit, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de repos. Et donc, même si c'est pour aller dire que oui, c'est conforme à la Constitution, quand bien même il y a bien des choses à dire en la matière, c'est qu'ils seront obligés de chaque fois se retrouver dans les locaux de la Cour pour statuer sur telle ou telle décision. Et je crois que c'est le plus que jamais le moment pour eux, ils sont à la fin de leur mandat, de peut-être soigner un tant soit peu l'image que l'on connaît de la Cour constitutionnelle, qui peut-être les gens ont tout fait de traiter d'une caisse, en tout cas, d'une continuité. Bon, je n'allais pas dire ça, mais d'une. C'est ce que vous vouliez dire en fait. Et puis j'ai rectifié. Voilà. Peut-être qu'une continuité du pouvoir exécutif qui peut-être chaque fois ne fait que. Continuité, caisse de résonance, c'est la même chose. Ne fait que statuer et ne fait que déclarer conforme à la Constitution tout ce qui s'y passe. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, en la matière, une décision a été prise par la Cour, notamment pour permettre aux démocrates d'aller aux élections. Sur le recours, sur certains recours, la Cour n'a pas tranché clairement en faveur des démocrates. Pour la commission, le président de la commission, bien évidemment, la Cour n'a pas tranché en leur faveur, mais a demandé que les membres des commissions soient recrutés, en tenant compte de la configuration, bien évidemment, pour reprendre les mots de la Cour constitutionnelle. Je crois qu'en la matière aujourd'hui, cette équipe, les 6 stages, normalement, les 6 qui sont encore là, ont peut-être une... En fin de mandat, quand même? Oui, en fin de mandat, ont une chance maintenant, c'est-à-dire sauver un peu l'image de la Cour. De cette Cour. D'accord. Laurent Roland-Antonin Salon, cette fois-ci à la une du quotidien Info Matin. Je vais adresser d'ailleurs la question à Adrien Tchomakou. C'est une question que se posent d'ailleurs les confrères de ce quotidien. Périple dans l'obtention des pièces administratives au Bénin et si on remplaçait l'attestation de résidence par le CIP? Et si on remplaçait l'attestation de résidence par le CIP? C'est une grosse interrogation. Vous savez, nous l'avons dit ici la fois passée, l'obtention de l'attestation de résidence aujourd'hui dans notre pays, après tout, c'est toujours à 2000 francs CFA. Le gouvernement a beau souhaiter que ça soit à 500 000 francs, mais le constat c'est que c'est à 2000 francs. À plus forte raison, la semaine qui vient d'écouler, c'est mon frère qui l'a obtenu. Et si des gens arrivent à poser cette question, c'est à cause de l'enjeu. Parce que d'abord quand vous prenez le CIP, il y a déjà presque toutes les informations qu'on doit lire sur l'attestation de résidence sur le CIP. Et je pense que le CIP est encore plus fort du moins, le CIP... Le CIP qui a valeur a plus de valeur, c'est ça. Le CIP a plus de valeur que l'attestation de résidence. Parce que l'attestation de résidence, je pense que le CIP, ça doit faire 2 ans ou 3 ans. Et l'attestation de résidence, quand tu quittes encore ton quartier, tu quittes une commune, tu dois encore prendre une autre attestation de résidence. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que quand on change, il faut toujours montrer
qu'on est dans telle localité, dans tel quartier. Et c'est là l'importance de l'attestation de résidence. L'attestation de résidence, justement. Donc, c'est une question vraiment, je ne sais pas, c'est-à-dire c'est complexe. C'est complexe. Ce que le gouvernement, c'est délicat. Ce que le gouvernement peut faire, c'est de réduire considérablement le coût d'obtention de l'attestation de résidence. Si c'est réglé, il y a la question du coût, il y a la question du coût et il y a la question aussi des tracasseries. Des tracasseries, c'est ça surtout parce qu'il faut, monsieur Arekpa, on vous dit d'abord d'aller à l'arrondissement. Il faut aller voir le délégué. Il faut aller à l'arrondissement, payer le timbre, prendre le papier et revenir voir le délégué qui va te mettre son cachet, lui prend 1000 francs et tu repars encore de l'autre côté. Au trésor. Au trésor, tout. Donc tout ça, c'est une perte de temps. Il faut perdre toute une journée pour pouvoir obtenir l'attestation de résidence. Or, aujourd'hui, avec la technologie, avec l'ANIP, c'est en ligne que nous obtenons très facilement le CIP. Le CIP. Donc je pense que l'idéal, c'est qu'on opte pour le CIP. Et s'il faut... trouve la formule peut-être. On trouve la formule. Je ne pense pas qu'on puisse opter aussi facilement pour le CIP. Parce que je m'explique. Le CIP, quand vous l'obtenez, c'est pour 3 ans. Et cela suppose que pendant les 3 ans, vous pouvez être à Abomey-Clavi aujourd'hui et demain, vous pouvez vous trouver à Papa. Voilà. Alors que l'ANIP ne s'occupe pas du transfert de domicile à domicile. C'est la mairie qui s'en occupe. On peut remplacer le CIP par l'attestation. On peut remplacer l'attestation de résidence par le CIP si et seulement si on arrive à centraliser le transfert de domicile. C'est-à-dire que quoi? Au lieu que ce soit au niveau de la mairie qu'on signale son transfert de domicile, c'est-à-dire que son déménagement pour aller dans un autre quartier, il va falloir alors travailler à ce que désormais, si vous changez de domicile, que vous alliez signaler ça au niveau de l'ANIP. Au niveau de l'ANIP. De l'ANIP, ou en tout cas qu'une fois que la signalisation est faite au niveau de la mairie, que cela soit notifié au niveau de l'ANIP. Au niveau de l'ANIP. Donc quand c'est comme ça, quand c'est centralisé de cette manière, on peut remplacer l'attestation de résidence par le CIP. Mais en l'état, si tel que ça se fait, puisque l'ANIP ne s'occupe pas des transferts, des déménagements, en tout cas c'est la mairie qui prend les informations, ça va être difficile. On risque d'avoir des citoyens qui n'ont peut-être pas le passé résidé à Abomey-Clavi, qui se retrouvent maintenant à Parakou, mais qui vous diront toujours qu'ils sont à Abomey-Clavi. Et donc quand il y a un problème, on se en train de rechercher à Clavi, alors qu'en réalité ils sont déjà à Parakou, ou bien à Perere ou Tukutunda. Donc j'estime que si on doit remplacer ça, il va falloir travailler maintenant. Et je crois que peut-être que les propositions que nous faisons ce matin, les gouvernements pourront peut-être prendre ça au sérieux. En compte. Et puis, donc, faire en sorte qu'au niveau du déménagement maintenant, que ce soit signalé. Et d'ailleurs, j'apprécie à ça juste à l'heure, le fait qu'aujourd'hui, dans les arrondissements, maintenant, il y a des équipes de l'ANIP qui continuent d'enrôler les gens. Faire en sorte que peut-être, pourquoi ne pas travailler à avoir des équipes permanentes dans chaque commune? Dans chaque commune. Donc là, du moment où vous déménagez automatiquement, vous signalez votre position aux représentants de l'ANIP dans cette localité. Et c'est centralisé, c'est archivé. Et de ce point de vue, on peut maintenant... On peut désormais, déjà même aujourd'hui, vous savez que... cette attestation de résidence en ligne, par exemple. Et vous savez très bien que, comme j'ai dit, le CIP, c'est pour 3 ans. Mais une fois que vous déménagez automatiquement et que c'est notifié au niveau de la NIP, déjà, vous avez la possibilité de tirer une autre carte CIP en ligne, sans peut-être jouer sur la durée, la date de validité. Par exemple, même si c'est pour 3 ans, même si vous avez fait déjà 1 an et demi, quelque part, ou même 2 ans, et que vous changez d'adresse, c'est-à-dire que quand vous reprenez un autre CIP, c'est-à-dire que vous avez toujours les 2 ans, de remplacer juste l'adresse. Voilà. Donc c'est là quartier de résidence. Professeur Arekpa, je pense que c'est possible. C'est possible qu'on substitue désormais le CIP à l'association de résidence. Vous savez, 1 mois avant l'élection législative, avant la législative passée, qu'est-ce que nous avons suivi? Sur nos smartphones, nos portables, nous recevons des appels de l'ANIP qui nous demandent si on veut, on peut changer nos bureaux de vote. Vous comprenez ce que je dis? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ANIP peut mettre sur pied une plateforme sur laquelle tout un chacun de nous peut aller directement et écrire pour dire que bon, j'ai changé de domicile. J'ai changé de domicile désormais, je suis à tel endroit. Et 24 heures ou 12 heures après, peut-être que c'est déjà activé parce que c'est un ordinateur, tout est là. Et vous pouvez l'imprimer, tout simplement, et tenir compte de ce que Roland vient de dire, du fait qu'on ne doit pas
c'est que la date, les 3 ans. Ça ne doit pas changer. Les 3 ans de notre validité, en fait, de validité de la carte. De validité de la carte doit rester ainsi. Je pense en la matière qu'on va pas, je ne pense pas qu'il faut, je ne souhaite pas qu'on fasse une plateforme parce que quand on fait une plateforme, je suis à Calavi, d'accord. Sur la plateforme, je vais mettre que je suis dans maison à Toninques à Alada, par exemple. Alors qu'en réalité, ce qu'on voulait savoir, c'était dire que quand vous faites un déménagement au niveau des services communaux, vous notifiez ça. On connaît le lot, on connaît le propriétaire, bien évidemment. C'est en fait pour une manière aussi pour les responsables de la commune de vérifier si ce que vous dites est vrai ou pas. Donc, oui, ça là, c'est même déjà dit en Conseil des ministres. Hein. Oui. Donc, normalement, quand tu quittes une localité pour une autre, quand tu quittes une commune pour une autre, tu dois aller signaler d'abord. Justement, c'est ce que je disais. Et quand tu te retrouves dans l'autre commune, tu repars. En fait, ce que met en lumière Laurent Roland Toninques, c'est que quand on va faire la déclaration au niveau de la mairie, normalement, avec ses services, eh bien, prend le temps de vérifier ces informations. Alors que quand on le fait peut-être en ligne, alors il y a quelques failles pour ce qui est de la véracité des informations données autres. Mais il faut savoir que dans l'un comme dans l'autre cas, il y a toujours... Donc, si les services comme ils font bien le travail, voilà, s'ils font bien le travail, qu'est-ce qu'on sait concrètement de ce qui... Parce qu'en réalité, la mairie, on est à la mairie, vous notifiez, Laurent, on passe à un autre sujet, la primeur, pour parler eh bien, de la répression contre les motos sans plaque qui démarre ce samedi. Je crois il est temps de le faire avec la dernière rigueur. Écoutez, moi-même qui parle, j'ai une moto qui n'est pas encore immatriculée. Oui, que vous avez garé à la maison. Non, mais écoutez, j'ai garé pendant un moment, j'ai commencé par reprendre la semaine passée, et puis je me suis rendu compte que je n'ai pas la C'est vrai que moi, dans mon cas, c'est que j'ai déposé un dossier. Calavi, je vous indique la rue plus tard. Bon, de toute façon, moi, j'ai déposé le dossier au niveau de là où j'ai acheté la moto. Ça fait déjà 2 ans que j'ai déposé les papiers. Et depuis 2 ans, je vais retourner les voir et ils me disent qu'il ne s'est pas sorti. Pas encore possible. Donc, je crois que cette semaine, j'irai crier sur une fois, pour une dernière fois, pour leur dire sortez-moi ma Il ne faut pas aller crier. Non, mais j'ai payé, ça fait 2 ans quand même. Non, c'est bien après. Va voir. Non, je suis allé déjà pendant durant 2 ans. Chaque mois, j'allais là-bas, on me dit c'est pas sorti, la patience. Bref, c'est pour dire quoi. Moi-même qui parle là, je suis dans le cas. Donc ça veut dire que je ne sortirai pas ma moto. Si quelqu'un n'a pas immatriculé sa moto, que la personne garde la moto à la maison, prenne ton quoi, on ne va pas longtemps verser dans l'émotion pour dire le social, les gens souffrent l'eau. C'est pas bien. Parce qu'en réalité, une moto immatriculée, c'est une question de sécurité. Absolument. Quand les gars viennent dans ton milieu la nuit et que la moto n'a pas d'immatriculation, tu ne peux pas situer. Mais quand la moto a ne serait-ce qu'une immatriculation, ça peut permettre de peut-être, quand on va commencer les enquêtes, aller chercher à qui appartient cette immatriculation, bien évidemment. Et c'est facile d'identifier les éléments qui sont venus peut-être à commettre un forfait. Donc, j'estime que si vous achetez une moto, vous devez suffisamment avoir les moyens d'immatriculer. Assez d'émotions dans ce pays. On parle de casque dans ce pays, émotion. On parle d'immatriculation, émotion. Et les gens ne mangent pas, les gens ne vivent pas bien, et on parle d'immatriculation, il faut aller payer 12 000 francs. C'est assez d'émotions. Il faut maintenant en finir une fois pour de bon. Très rapidement sur le sujet. Oui, d'abord, je suis heureux que Laurent reconnaît que les Béninois mangent très bien. Non, je n'ai pas dit mange très bien, attendez. Les gens mangent quand même. J'ai dit assez d'émotions pour dire on ne mange pas. Même si on ne mange pas, on doit pouvoir assurer sa propre sécurité. Je n'ai jamais dit les Béninois mangent bien. C'était juste pour entendre à nouveau ce que tu me dirais. Non, il faut mieux rectifier ce que je voudrais préciser. Vous savez, vous venez de le dire tout à l'heure, l'immatriculation d'une moto contribue à la sécurité de tout un chacun de nous. C'est clair. C'est très important. Il faut que écoutez, il y a des milliers de plaques d'immatriculation à la NAT que les gens ne sont pas allés chercher. Et il y a eu des sensibilisations, des communiqués. La NAT a demandé à ce que les gens viennent chercher. Le gouvernement a donné de la voix, on a tout fait, mais les plaques sont là. Et c'est même décentralisé maintenant. Oui, les plaques sont là, des milliers de plaques. Le peu de temps qu'on va se donner pour aller retirer sa plaque est problème. La répression démarre en tout cas ce samedi. Il faut que la répression démarre que les uns les de façon correcte, pour ne pas dire de façon violente. Que les gens fassent ce qu'ils doivent faire, aller chercher des plaques. Oui, si on arrête quelqu'un là, la personne paye C'est important. Il faut aller payer 10 000 ou 20 000 francs au trésor public.
Ça va contribuer aussi En au tout cas, moi, je ne développement suis de pas notre pays. dans l'émotion pour quelqu'un pour cette fois-ci. Je l'ai fait par le passé en défendant les populations. Je crois que cette fois-ci, maintenant, Ça démarre le chacun doit 25 pouvoir mars, prendre ses ça démarre donc ce samedi. C'est tout simple. Faites de sorte à être en règle. Et donc, si vos motos n'ont pas justement de plaque d'immatriculation, garez-les tout simplement le temps justement d'aller en chercher. Autre chose qui démarre demain, pour le coup, c'est le jeûne musulman. Donc, on va en profiter pour souhaiter un bon début de jeûne par anticipation à tous les téléspectateurs musulmans qui nous suivent. Poursuivons Laurent Roland Tononiquès pour finir cette fois-ci avec Fraternité qui parle sport. Les Guépards face aux Amavoubi, la relance ou l'adieu à la CAN. Oui, oui, c'est un grand jour. D'abord, je voudrais saluer cette initiative du gouvernement de rendre libre et gratuite l'entrée pour le public. Ce n'était pas facile, ce n'était pas gagné d'avance parce que beaucoup en parlaient. Est-ce que le gouvernement allait nous laisser rentrer librement? Est-ce qu'on ne va pas payer? C'est déjà effectif. Maintenant, il faut d'abord que la police joue convenablement sa partition. Parce que ce n'est pas parce que c'est gratuit que nous allons tous envahir le stade et on aura des difficultés dans les allées pour pouvoir aller et venir. Et les chaises seront. On souhaite vivement que le stade soit bien rempli, mais il faut que tout se passe dans l'ordre. D'accord. C'est ça le plus important. Les Guépards, face aux Amavubi, les Guépards, c'est que les Guépards doivent tout faire pour remporter la victoire. Les Guépards sont condamnés à obtenir, à nous donner pour cette fois-ci la victoire. Nous voulons au moins 4 points sur les 6 pour être qualifié. C'est très important, c'est difficile, mais c'est... J'ai un problème avec ça, en fait. Oui, c'est vraiment difficile. Hein? C'est difficile, mais je pense que j'ai un problème c'est possible. Avec ces propos de l'entraîneur, du nouveau sélectionneur. J'ai un problème avec. Mais bon, passons. Laurent Roland Tononiquès, parce que quand Guédoro dit que nous pouvons nous relancer, même en prenant 4 points sur les 6, c'est une manière déjà de peut-être travailler le mental du public à accepter un nul. Un nul, hein, peut-être à l'aller ou au retour. Alors, et quand vous écoutez Carlos Ferrer, il est clair, ils sont là pour gagner. Et moi, je préfère ce discours, en tout cas, à celui de Guédoro. Quand je dis que le Bénin se contente parfois ou bien toujours, elle est toujours à la recherche des matchs nuls, on pense que je suis un polémiste. Mais écoutez, un entraîneur qui a payé à coups de millions, qui nous dit qu'il veut 4 points sur 6, alors qu'en réalité, le bon entraîneur aurait pu dire, je prendrai les 6 points. 6 points. Les 6 points. Encore qu'aujourd'hui, maintenant, d'ailleurs, la décision est tombée hier, les 2 matchs seront joués à domicile. Ici, au Bénin. Le match aller sera joué aujourd'hui, le match retour sera joué le 27. Oui. C'est le 27? Oui, 27. Oui, prochain. Encore sur nos installations. Et donc là, maintenant, on est en train de se complaire à dire qu'il faut 4 points. Avec 4 points, on passe. Je pense que... Ok, on passe avec 4 points. Mais on veut 6 points. On veut 6 points. On veut 6 points, on ne veut pas 4 points. Il faut être formel, parce que c'est fini ça. On vous paye pour un résultat. Vous ne pouvez pas me dire... Et moi, j'ai une crainte en fait. J'ai une crainte, je ne vous coupe pas, mais j'ai une crainte quant à l'entrée qui est donc libre et gratuite. Est-ce qu'après le match ou les matchs, enfin, bon, ce sera évidemment un mal pour un bien. Les officines de vente de médicaments vont peut-être se faire du chiffre. En fait, moi, ils vont vendre beaucoup de Doliprane, beaucoup de paracétamol. On parle de guépard, on parle de guêpe. Et puisqu'à Mavoubi, ça veut dire guêpe. Oui, les guêpes, oui. Je crains que les guêpes piquent de façon insolente les guépards, au point où ils aient des difficultés à courir sur le terrain. Mais je pense qu'au-delà de tout, soyons sérieux. Il faut que les écureuils, oui, les guépards, ça va venir. Les guépards se prennent au sérieux pour se rendre compte que nous sommes sur nos installations et que nous avons besoin de 2 matchs, 2 victoires. Le peuple a assez souffert. Assez souffert. Franchement, on a assez souffert. Et je crois on a besoin de résultats. Je crois que perdre les 2 matchs-là doit pouvoir... C'est un adieu. Oui, c'est même pas seulement un adieu. Moi, j'estime que si par mégarde, les écuries perdent les 2 matchs-là, même s'ils perdent un match entre les 2, d'abord, il faut les sanctionner. Mais s'ils perdent les 2, c'est qu'ils vont en même temps dissoudre l'équipe. Le sélectionneur aussi, pourquoi pas? Il faut le remercier en même temps. Et il faut dissoudre en même temps l'équipe quand on repasse sur de nouvelles bases. Parce qu'en réalité... Je vais dire une bêtise. Quand on redevient écureuil.
Parce que le schéma de dénomination n'a rien changé depuis d'abord. Au-delà de tout, je suis assez optimiste pour mon équipe et je leur souhaite tout le meilleur. Mais toujours. Connaissant cette équipe, justement, des Amavoubi, est-ce qu'on a quelque chose quand même? Mais on a toujours dit ça pour certaines équipes qui sont venues nous battre ici sur nos installations ou sont venues faire match nul avec nous. Un entraîneur qui déjà dit qu'il veut 4 points, ça veut dire que quoi? En réalité, il pense déjà à un match nul et une victoire éventuelle. Éventuelle. Cela suppose que quoi? Ça peut être alors 2 matchs nuls. J'aime pas ce discours. Ça veut dire que ça peut être 2 matchs nuls, 1 point, 1 point. Et ça va nous apporter quoi finalement? Je crois qu'il faut mettre dans la tête, il faut avoir le mental de victoire, 2 matchs de victoire. Ça va nous aider. Merci à vous, Laurent Roland Tourniquet. Merci. Les Guépards, nous vous soutenons. Oui, bien sûr. On la soutient. Mais en même temps, on la met en garde, quoi. Mais pas au point bon, c'est bon, on s'est assez joué du peuple. On ne va pas le soutenir au point de se rendre malade quand même. Voilà, parce que parfois, quand ils pètent comme ça, on a la fièvre quand même. Et ça fait le bonheur, comme je l'ai dit, des officines. Des officines de Francine. Bref, ça peut faire donc de cette partie de l'émission.